Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Bouzy, expert en résolution de conflits financiers et président de la société Broker Défense qui accompagne et défend les victimes d'arnaques et escroqueries financières. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, depuis l'avènement de l'ère numérique, les transactions financières en ligne sont devenues courantes. Et s'il est certain qu'elles facilitent notre quotidien, elles ont aussi ouvert la porte à un fléau, les fraudes financières sur Internet. Donc ces activités criminelles qui visent à dérober de l'argent ou des informations sensibles touchent des millions de personnes à travers le monde chaque année. Donc Marc Bouzy, comment vous est venue l'idée de créer Broker Défense et combien de Français font appel à vos services aujourd'hui? Alors, Broker Défense, c'est né, on va dire, d'un espèce d'accident. C'est-à-dire qu'au début, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de personnes qui étaient en souffrance sur Internet avec des escroqueries. On a commencé par un blog avec juste quelques messages, quelques articles qui étaient comme ça lancés sur Internet. Et de fil en aiguille, ça générait des demandes, des messages, des commentaires et puis des appels téléphoniques. Et en fait, les personnes, on essayait de les aider, de les guider en disant, bah voilà, vous essayez de faire ça. Et puis, une chose en entraînant une autre, ils nous ont demandé, mais aidez-nous, faites quelque chose. Est-ce que vous pouvez pas le faire à notre place? Et c'est là qu'est née l'idée de professionnaliser cette activité, ce petit blog qui existait un peu perdu sur Internet, et d'en faire une vraie société structurée. Et c'est ce qui est devenu Broker Défense aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. On a construit un réseau, on intervient dans 14-15 pays avec une trentaine d'avocats aujourd'hui. Et on s'est remonté, j'ai pas fait le dernier pointage. Donc voilà, ça c'est notre activité d'aujourd'hui. Et combien de Français? Alors Français exactement, je sais pas, parce qu'on a des Français, on a des Belges, on a des Suisses. On est surtout sur des victimes francophones, parce qu'il faut appeler nos clients des victimes, hein. Pas victimes de nous évidemment, mais victimes d'autres personnes. Et donc je dirais que voilà, on va accompagner, aider peut-être environ 50 personnes par mois, à des degrés divers. Et on est contacté par plusieurs centaines de personnes par mois. Donc toutes les personnes qui nous contactent ne vont pas forcément recourir à nos services, mais dans tous les cas, ils vont recourir à nos informations. Et même si on n'intervient pas financièrement pour des projets et des missions particuliers, on va les aider en leur donnant des informations qui vont leur apporter une connaissance pour ne pas se faire escroquer, pour se défendre et pour être plus à l'aise avec leur argent sur Internet aujourd'hui, tout simplement. Est-ce qu'il y a un profil type de personne qui est plus susceptible de se faire avoir par une arnaque ou finalement est-ce que tout le monde est peut-être ciblé par ces attaques aujourd'hui? Alors les deux. Les deux. Donc tout le monde est capable de se faire cibler par une arnaque aujourd'hui, tout simplement parce que tout le monde a plus ou moins un peu d'argent et il y a des arnaques pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais la cible principale, ce sont les personnes qui ont le plus d'argent. Ça va être la tranche d'âge, on va dire 55-75 ans. C'est-à-dire les personnes qui ont accompli leur vie, qui sont en fin de carrière. Et quand on arrive à l'horizon de la retraite ou qu'on vient de la prendre, c'est l'âge des grands changements financiers. On arrête d'épargner, on va commencer à dépenser ce qu'on a épargné, on va quitter son appartement dans une grande ville pour acheter une résidence secondaire à la campagne pour vraiment changer de vie. C'est les grands mouvements financiers, c'est des personnes qui peuvent être plus fragiles à ce moment-là, c'est la cible idéale, c'est la cible la plus solvable d'un point de vue des escrocs. Donc ils ont des fonds disponibles et ils sont prêts aussi à faire des gros changements financiers. Exactement. Est-ce que ces personnes-là, elles sont à l'aise avec Internet ou finalement c'est des gens qui sont pas habitués à utiliser Internet? Alors je dirais qu'il y a de tout. Il y a de tout et on peut être surpris. On a parfois des seniors très âgés qui ont une aisance informatique et Internet qui est assez stupéfiante. Et on va avoir des personnes plus jeunes qui du coup sont pas forcément à l'aise avec le numérique non plus. Mais globalement, la base de l'escroquerie, on est sur une asymétrie d'information. C'est-à-dire l'escroc arrive et va utiliser, il va se faire passer pour un expert, il va développer une offre d'investissement, mais basée sur du mensonge, basée sur des concepts totalement frauduleux. Et il faut vraiment avoir les pieds sur terre déjà, et parfois une connaissance financière, une connaissance Internet assez poussée, ou en crypto c'est encore pire, pour pouvoir démonter ce discours manipulatoire. C'est-à-dire comprendre que cette offre d'investissement, mais en fait, n'en est pas une. Et parfois, c'est vraiment très troublant. Quand on voit les documents, quand on voit l'offre, même quand on est averti, j'avoue qu'il y a des fois, j'ai un moment de trouble. Je suis sur le site Internet frauduleux, je le regarde, je me dis, bon, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai? Et là, juste parfois avec le site, c'est difficile de le dire.
Mais quand on fait le rapprochement entre le site, le discours rapporté par la victime, les documents qui lui ont été envoyés, en général, là, c'est absolument clair. Et là, on voit qu'il y a quand même une faille qui est absolument énorme. Il y a un éléphant au milieu du site internet de la maison. Et là, ça passe pas. Alors justement, parmi nos lecteurs, on compte beaucoup d'investisseurs. Et même si nous, on leur recommande des plateformes de trading et des courtiers fiables, il arrive régulièrement qu'ils tombent sur des sites frauduleux et en payent le prix fort. J'imagine que c'est un cas qui est très fréquent parmi vos clients. C'est l'essentiel de notre activité. C'est les plateformes en ligne. En fait, ce sont des plateformes en ligne. Alors, on est sur une méthodologie, un mode opératoire de l'arnaque qui va passer essentiellement sur de la conviction par téléphone et par échange de mails, mais toujours avec un support Internet. C'est-à-dire que ce support Internet, ce site Internet que l'on voit, il va être complété par des éléments annexes et qui vont, en fait, toute la manipulation mentale, psychologique, on est sur de l'ingénierie sociale, se fait vocalement, verbalement, à l'ancienne. Donc, quelque part, on est sur les héritiers des arnaques par téléphone dans les années 70 ou 80. On est totalement dans la même logique, mais avec un support qui va être numérique, avec quelque chose qui est flashy, qui est à la mode. C'est vraiment, on est dans le FOMO. C'est la super offre à pas rater parce que c'est maintenant. Là, le Bitcoin, il vient de passer les 100 000. Alors bon, si vous regardez cette vidéo dans je sais pas combien de temps, ça vous fera peut-être rire, le Bitcoin qui vient de passer les 100 000. Vous allez peut-être vous dire, il fallait en acheter à ce moment-là. C'était bon marché. Mais justement, les escrocs vont jouer sur ce sentiment de bon marché, de dernier créneau. C'est la dernière solde, la dernière chance pour faire un gros gain, pour une belle opération, quelque chose. Et ça, c'est un discours qui va être en complément de ce qu'il y a sur le site Internet. Parce que au téléphone, ils vont pas laisser les personnes se reposer. Ils vont pas laisser le cerveau des victimes réfléchir normalement. Ils vont le prendre, ils vont lui donner une première information, une deuxième information. Ils vont l'abreuver selon un scénario rédigé à l'avance, préparé, pensé à l'avance pour amener la personne à sortir d'une situation d'investissement normale, se retrouver dans une situation qui, objectivement, quand on la regarde froidement, est totalement délirante. Et après, quand on revient voir ça 6 mois, 1 an après, on regarde la solution, la situation finale, on se dit, mais comment on a pu rentrer là-dedans? Qu'est-ce qui m'a pris? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est tellement évident que c'est une escroquerie. Mais en fait, il y a eu tout le cheminement précédent par petites touches. C'est un petit peu la technique du voleur chinois. Si vous déplacez un objet millimètre par millimètre, et puis à la fin, vous êtes totalement escroqué. Et donc, quelles sont les principales méthodes utilisées par les escrocs pour gagner la confiance de leurs victimes? Alors, les méthodes, ça va être de jouer sur le FOMO, par exemple. Ça va être de proposer d'être très à l'écoute de la personne et de lui dire ce qu'il veut entendre. Donc, si c'est une personne qui veut de l'investissement, on va dire sécurisé, mais avec un petit peu de performance, ils vont accentuer sur le côté sécurisé. Bien évidemment, tout est sécurisé, monsieur. S'ils veulent quelque chose de dynamique, ils vont lui proposer quelque chose de dynamique. Oui, il y a quelques risques, mais vous savez, le rendement, il est tellement important, c'est pas grave. Vous mettez un petit peu, vous verrez si ça marche bien, on pourra en faire un deuxième derrière. Et il commence tout doucement avec un premier investissement, quelques centaines d'euros. Essayez, vous verrez, ça va marcher. Et là, ça marche. Ils vont récupérer leurs fonds sans problème. Ils récupèrent leurs fonds sans problème. Ça, c'est l'appât. Parce que à 200 euros, forcément, ils sont tout à fait capables de renvoyer 50. Ou même les 200, ou même 220 à la limite. Parfois, ils peuvent investir entre guillemets. L'escroc va investir sur sa victime, va lui donner une petite carotte supplémentaire dans l'espoir de pouvoir récupérer plus derrière. Et donc, ensuite, comment est-ce que la personne se rend compte, à quel moment elle se rend compte qu'elle a été victime d'une fraude? Alors, il y a plusieurs cas de figure. La fin d'une escroquerie, c'est souvent quand la victime a été prise dans un engrenage qui vise à l'essorer. Alors, l'essorer, il faut toujours remettre de l'argent. Alors, soit remettre de l'argent en jouant sur l'appât du gain, en disant, mais vous voyez, ça a bien marché, maintenant il faut continuer. Je vais vous donner un super conseil d'investissement, vous mettez tous vos œufs dans le même panier, ça va bien se passer, avec le levier maximum. Voilà, donc tout ce qu'il faut pas faire, évidemment. Et puis, évidemment, il y a un jour, quand l'escroc considère ou sait, parce qu'il a discuté longuement avec sa victime, que la personne n'a plus aucune épargne, là, du coup, la victime n'est plus rentable du point de vue de l'escroc, la communication s'arrête. Ouais. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, ça peut être la victime qui, dans ses cadres de projet de vie, arrive à une échéance et a besoin de retirer l'argent, même s'il lui reste encore de l'épargne. Là, va faire des demandes de retrait, et là, bizarrement, ça se passe pas très bien. Donc, on va rentrer dans un deuxième scénario d'escroquerie qui va être une phase de clôture où on va demander des taxes, des frais, un cautionnement, des choses qui arrivent un peu en plus fine
Mais on dirait qu'elles sont inventées pour l'occasion, et en plus, c'est des taxes négociables. C'est-à-dire, si la personne, on lui dit, bon, vous avez 200 000 euros de gain, il faut payer la taxe de 30%, donc vous devez payer 60 000 euros pour pouvoir retirer. Puis la personne dit, moi, 60 000 euros, j'ai pas 60 000 euros, moi, j'ai que 20 000 euros. Alors, du coup, ça, c'est négociable. Parce que du point de vue de l'escroquerie, c'est toujours ça de gagner. C'est toujours ça de gagner. Donc ils vont trouver un moyen de légitimer ces 20% ou ces 10%, 40% de réduction sur les taxes. Ils vont lui dire alors c'est pas grave, on vous fait un crédit, vous allez rembourser plus tard. Vous payez déjà la moitié de la taxe et le reste vous pourrez le payer sur ce que vous avez récupéré, etc., etc. Ou alors on vous paye la moitié de la taxe parce que vous êtes un bon client, on a fait des bonnes commissions sur vous, et vous payez la deuxième partie. Et comment est-ce qu'ils font pour identifier leurs victimes à l'avance? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour éviter d'être ciblé par ces attaques? Éviter d'être ciblé? Non. On peut pas être évité. Tout le monde est ciblé. D'accord. Tout le monde est ciblé un jour ou l'autre. Les escroqueries, malheureusement aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. On va avoir des escroqueries qui vont viser les étudiants. On va avoir les escroqueries qui vont viser les jeunes actifs. On va avoir tout type d'escroqueries avec des scénarios qui évidemment sont un peu plus typés, un peu plus spécifiques, parce que quand on vise de l'étudiant ou du jeune actif, forcément, les montants dérobés vont pas être les mêmes. Et du coup, la sophistication de l'escroquerie va également s'en ressentir. Ça va être une escroquerie qui va être beaucoup moins raffinée, parce que quand la cible potentielle, l'espérance de gain de l'escroquerie va se calculer en plusieurs centaines de milliers d'euros, forcément, on prépare l'opération un petit peu mieux. On a un peu plus de moyens pour le faire que quand on va essayer de récupérer 500 euros ou 2000 euros à un étudiant. Et donc, quelles sont les thématiques principales sur lesquelles les escrocs arrivent à obtenir le plus de victimes? On a plusieurs types de thématiques. Il y a les thématiques récurrentes, celles qui sont, on va dire, en fond de panier, qui sont là tout le temps. On va dire que c'est un peu le livret A de l'escroquerie. Donc, alors justement, les livrets surboostés, ça marche toujours. C'est alors avec des taux délirants, hein, et parfois de l'usurpation d'identité. Donc, livret Barclays à 12%, 8%, 6%, peu importe. Il va y avoir des offres dans l'or. Ça, l'or, on est sur une valeur refuge, ça parle aux gens, c'est culturellement, c'est le produit d'investissement. On dit toujours qu'il faut en avoir un peu en fond de portefeuille. Un des premiers qui un des premiers, voilà. Donc, exactement. Donc, du coup, les escrocs vont surfer là-dessus. Ils vont surfer sur tout ce qui va être mode dans l'investissement. Donc ça, c'est les investissements de base. Et après, dans les modes éphémères, on va avoir certaines thématiques qui viennent et qui disparaissent et qui parfois reviennent. On a eu la mode du diamant 2016. C'était l'année de l'investissement dans le diamant. Le diamant d'investissement, enfin, c'était merveilleux, le diamant. Ça a duré 1 an, ça a disparu, c'est jamais revenu. En tout cas, à ce jour. On va avoir des investissements un petit peu plus atypiques. L'investissement dans le vin, ça revient régulièrement, ça repart. L'investissement dans les parkings, en ce moment, c'est parti. C'est pas exclu que ça revienne, parce que c'est des produits qui, globalement, le parking, normalement, c'est pas très très cher. C'est globalement relativement rentable par rapport à son prix. Et là, on commence à être en période de bull run. Donc forcément, les cryptos, ça, c'est la thématique à la mode du moment. Dès qu'il y a un bull run, il y a une thématique de fond sur les cryptos. Ça disparaît quand on est en phase descendante. Et j'imagine que les cryptos, c'est aussi une thématique qui touche tous les âges. Les plus jeunes ça aussi peuvent touche tous les âges, exactement. Exactement. Et donc les livrets, j'imagine qu'il y a aussi des choses qui sont avec des rendements un peu moins intéressants, mais qui touchent quand même certaines victimes parfois. Oui, mais après il y a une segmentation dans l'escroquerie, c'est-à-dire que les escrocs dans leur phase d'approche et de discussion avec leurs victimes vont faire un peu comme fait un courtier normal. Ils vont faire une approche de leur victime, ils vont sentir la sensibilité au risque de la victime. Ils vont voir si c'est quelqu'un qui est assez punchy dans ses investissements, qui privilégie le rendement, ils vont lui sortir du rendement. Ils vont lui dire ce qu'il veut entendre. Si la personne veut quelque chose d'assez sécure, ils vont lui dire, mais écoutez, nous, on a un livret d'épargne crypto, c'est génial, vous payez en euros, c'est de la crypto, évidemment, il n'y a jamais eu de crypto, hein. Et derrière, ça vous fera un rendement qui est basé sur, je sais pas quoi, ils vont avoir un espèce de délire avec un taux d'intérêt sur la crypto, et ils vont sortir ça. Et alors, qui sont ces arnaqueurs? J'imagine que vous en avez déjà même rencontré parfois? Alors, on en a rencontré et notamment il y a un peu plus d'1 an, il y a eu un procès avec une condamnation au tribunal judiciaire de Paris, donc pas très loin d'ici, donc de quelqu'un qui faisait de la retape, c'est-à-dire la retape, c'est une fois qu'il y a eu des victimes, ils se font recontacter sous le prétexte de récupération de fonds.
Et donc celui-là, ce qu'il a perdu, c'est qu'il s'est fait passer, il a usurpé des personnes qui travaillaient pour les impôts, qui travaillaient des fonctionnaires de police, je crois des gendarmes aussi. Et donc du coup, voilà, ça a un peu motivé les forces de l'ordre à lui mettre la main dessus. Donc c'est vrai ils ont fait presque une affaire personnelle. Et donc en fait, on va avoir des personnes qui vont se connaître, qui vont se rencontrer, qui vont se faire passer le bon plan. Ils se connaissent du lycée, ils se connaissent de club de sport, etc. Le bon plan qui est, écoute, moi j'ai un boulot, c'est bien payé, c'est dans un centre d'appel, tu verras, c'est pas mal, ça marche bien. Et donc dans le fameux centre d'appel, il va y avoir plusieurs niveaux de responsabilité, de hiérarchie. Il y a le niveau de base, ça va être l'appel, on va dire froid, en disant voilà, bonjour, on vend des investissements, ça vous intéresse. Et là il y a un taux d'échec absolument monstrueux au téléphone sur ces appels froids. Soit dit en passant, on est sur du démarchage illégal. Donc ça aussi, c'est un signe que faut faire attention à ce type d'appel. Mais comment ils obtiennent nos numéros de téléphone, par exemple? Ils récupèrent des listes un petit peu partout. Et puis après, l'annuaire est public aussi. Donc parfois, faut pas aller chercher très loin. Bon, ils peuvent cibler un peu plus en faisant des publicités qui leur permettent d'attirer du lead. Ils peuvent avoir des sites d'accroche avec une proposition, par exemple, de formation à l'investissement, ou alors il y a parfois des articles en disant le secret pour investir de telle ou telle vedette, voilà. Donc ça permet d'avoir du contact qui est un petit peu plus chaud pour eux et qu'ils vont après essayer de convertir. Et si la personne accroche mort à l'hameçon, ils vont passer au niveau supérieur, donc celui qui connaît un peu les rouages, parce que autant les personnes qui sont à l'appel principal en bas, peuvent avoir le doute sur l'activité réelle, la finalité de la société, mais quand on commence à monter dans la hiérarchie, du coup, il n'y a plus de doute à avoir. Et donc, c'est vrai qu'on s'imagine souvent que c'est des personnes qui vont agir seules, de façon isolée, dans un pays étranger, mais finalement, c'est quand même des grosses entreprises qui sont parfois en France, avec beaucoup d'employés. Donc, Alors, en France, oui et non. C'est-à-dire qu'en France, on va trouver régulièrement, ça c'est un schéma récurrent, on va trouver régulièrement une personne qui monte son petit réseau d'escroquerie, soit seule ou avec une ou deux personnes, et qui, globalement, la police et la justice fonctionnent assez bien sur ce genre de profil, se fait avoir dans un délai de 12 à 18 mois, passe en jugement, prend sa condamnation et doit rembourser les victimes. Il y a un cas qui est l'affaire Carton Rouge, qui est en jugement à Nancy en ce moment. Je crois que les plaidoiries sont terminées, on doit être en attente du délibéré, dans lequel il y a une équipe qui a été démantelée, qui était basée à Marseille. Ça, c'est relativement exceptionnel parce que plus souvent, les équipes vont être basées dans des centres d'appel, dans des plateaux téléphoniques qui sont à l'étranger. Alors, pourquoi à l'étranger? Déjà, pour éviter, pour rendre les poursuites un peu plus compliquées. Et aussi, tout simplement, parce que quitte à avoir ce type d'activité, autant optimiser les coûts et aller dans un pays où c'est moins cher. Plus intéressant fiscalement. Plus intéressant fiscalement. Donc, autant faire venir les personnes françaises pour aller travailler dans ce type de centre dans un autre pays. Parce que ces gens-là, enfin moi j'en ai eu au téléphone, vous en avez eu, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment ont eu cette expérience un jour ou l'autre, ou s'ils l'ont pas eu, ils vont l'avoir. Donc ce sont des personnes qui s'expriment dans un français absolument parfait, il n'y a aucun accent, c'est la personne qu'on peut retrouver en bas de chez soi. Et du coup c'est ça qui est dangereux, parce qu'on a l'impression d'une familiarité, de se dire mais c'est tout à fait normal d'être appelé. Et donc en fait ces personnes-là qui sont dans ces centres, ça peut être dans d'autres pays d'Europe, ça peut être des pays extra-européens, enfin proches, parce qu'après il y a une problématique de fuseau horaire où ça devient compliqué quand vous êtes dans un centre d'appel aux Philippines, d'appeler en horaire français, c'est un peu difficile, et qui vont rentrer en fait dans ce système-là. Alors, quels sont les signaux d'alerte qu'on peut repérer pour éviter d'être victime de ces arnaques? Alors, signaux d'alerte, il faut à un moment réussir à se poser et à se dire, est-ce que je suis pas dans un scénario où on me manipule et on m'amène quelque part? C'est d'avoir en tête que ce type d'escroquerie fonctionne sur l'ingénierie sociale. Et il faut avoir la force et le réflexe de se dire, est-ce que je suis pas en train de rentrer dans un scénario qui a été créé à l'avance pour moi? Alors, une des questions à se poser, c'est quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, c'est de se dire, comment je suis arrivé à parler à ce monsieur ou à cette dame? Parce qu'il y a des femmes qui appellent, justement, elles sont parmi les plus dangereuses, je dirais même. Donc, comment je me suis amené à être dans cette situation? Alors, souvent, la personne en face va dire, oui, mais c'est vous qui avez appelé ou vous avez rempli le formulaire. Et en fait, là, c'est le moment de réfléchir, de se dire, est-ce que j'ai vraiment appelé? Est-ce que j'ai rempli le formulaire?
Si j'ai appelé, comment j'ai eu le téléphone? Si j'ai rempli le formulaire, mais c'était où ce formulaire? Et là, s'il y a le moindre doute, c'est qu'il y a un problème. Également, une autre situation, c'est si vous vous retrouvez avec la carte bancaire dans la main, le téléphone sur l'oreille et l'ordinateur devant vous en train de commencer à faire un paiement, c'est de vous dire, attention, je pose tout, j'arrête, je réfléchis, je reviens demain et je fais le paiement demain. Voilà, parce que 24 heures de plus ou de moins, ça change rien. Si en face, la personne au téléphone commence à s'exciter en disant non, c'est absolument important de faire le paiement maintenant, là, c'est un signal d'alerte. Et après, il y a tous les petits signaux d'alerte qu'on a pu négliger pendant la phase d'approche au téléphone, qui va être déjà vérifier tout simplement est-ce que le site est régulé. Si le site est régulé, est-ce que la régulation est réelle ou pas? C'est difficile parfois à identifier une fausse régulation. Alors, une fausse régulation, il faut aller sur le site du régulateur pour aller comparer les numéros. Donc là, j'ai eu un cas récemment. Donc c'était un site qui était extrêmement bien fait, qui était très propre. Et puis voilà, je vois le site. Voilà, ça a l'air bien. Je vois, ils ont l'air d'exister depuis plusieurs années. Je vois en bas du site régulation FCA en Angleterre, régulation CISAC à Chypre. Je dis bon, ça a l'air très bien. Et puis il y a un lien pour aller voir le document de régulation de la CISAC. Je vais dessus. Bon, il a l'air très bien. Bon, FCA, pareil, document identique. Je vais quand même noter les numéros. Après, je vais sur le site de la CISAC, je vais sur le site de la FCA, et je vois sur le site de la CISAC que c'est une usurpation de régulation. Le numéro correspond à une autre société avec un site internet approuvé qui n'est pas celui sur lequel j'étais. Et sur le site de la FCA, c'est encore une autre société qui, pareil, a été usurpée et qui n'a rien à voir avec le site sur lequel j'étais. Donc ça, c'est un cas de figure qui est assez difficile à détecter parce qu'il faut avoir la curiosité d'aller au bout, c'est-à-dire que ne pas s'arrêter au document qui a été présenté, mais d'aller le vérifier par une source tierce. C'est-à-dire se dire, ok, j'ai des éléments qui me permettent de me rassurer face à mon investissement, mais qui m'a donné ces éléments? Est-ce que c'est pas la personne qui tente de me faire payer qui m'a fourni elle-même ces documents? Donc, il faut vraiment avoir la capacité d'aller comparer ça avec une autre source. Il faut avoir la tête bien froide, en tout cas, pour faire ça. C'est ça. Et donc, dans le cas où on aurait été victime d'une arnaque financière, quelles sont les premières choses à faire, les premiers réflexes à adopter? Alors, premier réflexe à adopter, déjà se sécuriser. C'est-à-dire arrêter de payer. Ça, c'est le premier point. Se dire s'il y a des mesures d'urgence, des choses à faire, c'est certainement pas de refaire un chèque ou de renvoyer un virement. Premier point. Ensuite, de se dire qu'est-ce qui a été exposé chez moi? Est-ce qu'il y a des données personnelles qui ont été transmises? Est-ce qu'il y a des accès qui ont été faits? Donc, ne pas hésiter à changer ses mots de passe. Commencer premièrement à se sécuriser. Et après, une fois que ces mesures d'urgence sont prises, réfléchir à comment se défendre. Donc, comment se défendre? Ça peut être contacter un professionnel, que ce soit nous ou que ce soit un avocat. Après, ça va passer par faire une plainte pénale, donc soit en police gendarmerie, soit par courrier au procureur. Et après, éventuellement contacter sa banque. Alors, sachant qu'il peut y avoir des petits dangers sur chacune de ces étapes. Donc, contacter un professionnel, il faut tomber sur un vrai professionnel. Oui. Faut pas tomber sur le professionnel qui a été suggéré par l'escroc. Ce qui peut arriver. Et qui, en fait, sur le plateau du centre d'appel, c'est la personne en face de celui qui vient d'escroquer. Après, dans la rédaction de la plainte, pour les personnes qui vont rédiger la plainte, faire un courrier au procureur ou qui vont aller en police gendarmerie, faut faire attention à pas s'incriminer soi-même. Je vais donner un exemple. Ça va être quelqu'un qui, dans une plainte, ça c'est un cas qu'on a vu récemment, a expliqué qu'il avait donné les accès pour prendre l'argent aux escrocs. Donc du coup, faille de sécurité. La personne, c'est comme si vous voulez vous plaindre d'un cambriolage et vous avez remis les clés à votre cambrioleur. Donc là, du coup, la plainte, c'est clair que ça va se retourner contre la victime. Dans ces cas-là, on n'est pas protégé? Non, puisque c'est la faute de la victime voilà. Mais en fait, quand on a creusé, on s'est rendu compte que c'était pas exactement ça. C'est-à-dire que l'escroc avait accès au mot de passe de la fausse plateforme. Donc, en soi, il n'y a pas eu de faille de sécurité. C'est juste que la victime, ayant été exposée à un discours de manipulation, va avoir tendance, dans la plainte pénale, à régurgiter ce discours de manipulation et à mettre plein d'éléments parasitaires qui servent à rien, voire qui vont envoyer la plainte en classement sans suite immédiatement. Donc là, du coup, il faut faire attention à ce qu'on écrit quand on fait la plainte ou faire attention à ce qu'on raconte quand on va voir la police parce que vous avez des personnes qui, de bonne foi, vont raconter toute une série de mensonges à la police parce que, à la base, l'escroquerie, on est sur une tromperie. On est sur une manipulation. La personne, c'est un détournement du consentement.
Et donc, à partir du moment où son activité, sa capacité à raisonner, on va dire, de manière rationnelle et altérée, du coup, elle peut être amenée, en toute bonne foi, à ressortir ces éléments qui sont faux et qui vont être nuisibles dans le traitement de sa plainte. Et puis après, avec le document, la plainte, c'est idéal d'aller voir sa banque derrière, en disant voilà, j'ai mon justificatif, parce que bien souvent la banque va dire oui, est-ce que vous avez été voir la police? Donc du coup, passer voir la police avant la banque, ça permet de gagner un peu de temps. Une fois qu'on a vu la police, après, donc, quelle est la prochaine étape? Alors, une fois qu'on a vu la police, la prochaine étape, ça peut être de contacter sa banque. Donc ça, c'est si on essaie de se débrouiller tout seul. Et par exemple, avec nous, on va prendre la victime dès le début de l'escroquerie, on va l'aider à préparer ses documents, à faire le tri dans le scénario auquel elle a été exposée, faire le tri entre le vrai et le faux pour séparer les éléments de décor de manipulation et les éléments réels qui sont juridiquement utilisables. Et après, ces éléments, ils vont être adressés soit à un avocat qui va engager tel ou tel type de procédure. Alors ça peut être du pénal, ça peut être de la négociation amiable, ça peut être du précontentieux sur des cibles qui peuvent être identifiées. On a aussi une phase, nous, où on va faire l'identification des parties adverses et des cibles pertinentes dans le cadre de l'enquête. Ce qui peut être notamment un peu ardu en cas de transaction en crypto-monnaie. Parce que là, le but, c'est de faire une enquête de traçabilité des fonds dans la blockchain pour pouvoir retrouver les cibles qui peuvent être pertinentes en termes de récupération de fonds. Et donc, quel est le pourcentage de personnes qui arrivent à récupérer leurs fonds et quel est le pourcentage de personnes qui sont vraiment incriminées? Alors, les pourcentages de personnes vraiment incriminées, ça, c'est extrêmement bas. C'est de temps en temps, il y en a quelques-uns qui se font arrêter et qui passent en justice avec condamnation et obligation de rembourser les victimes. Le pourcentage de personnes qui récupèrent leurs fonds, ça dépend du type d'affaires auquel ils sont exposés. Je dirais qu'il y a 3 grandes familles de types d'escroquerie. On va avoir l'escroquerie pure et dure avec le faux site. On va avoir l'escroquerie avec l'usurpation d'identité, quelqu'un qui se fait passer pour une autre société. Et on va avoir une forme un peu, on va dire, légère, où ça va être une société qui va avoir une régulation, qui va être un jour de ses obligations réglementaires, mais qui quand même va avoir un comportement commercial abusif pour pousser la victime à la faute, qui, du coup, la société va pas forcément se couvrir des opérations, puisqu'elle sait qu'elle est en train de manipuler la victime pour aller perdre ses fonds, et qui, du coup, sait très bien que sa régulation est en sursis. Mais en fait, ils le font totalement sciemment. Et là, le jeu va être de cacher les preuves et de laisser les victimes avec le moins d'éléments pour pouvoir jouer leur défense. Alors ça, c'est, je dirais, les meilleurs dossiers, ceux qui sont les moins difficiles à récupérer. Donc là, on va avoir un taux de récupération qui va être assez fort. Donc plus de la moitié, voire les 3/4 des personnes, des victimes, on arrive à quelque chose par la voie de la négociation. Ça passe par des protocoles transactionnels dans lesquels il y a des clauses de confidentialité. Donc du coup, je ne peux pas vous citer les noms de ces quelques courtiers. Je peux pas parler des victimes, mais je peux vous dire que ça existe. Et après, on a des cas qui sont beaucoup plus difficiles en fonction du type de transaction qui a été effectuée, donc notamment sur les faux sites d'investissement, qui vont nécessiter d'aller devant les tribunaux, parfois devant les tribunaux pour mettre en cause les intermédiaires, parfois les banques. Et donc là, on a une jurisprudence qui commence à se stabiliser. On a notamment un de nos avocats qui a obtenu, il y a 2-3 mois, c'était fin septembre, une victoire devant la cour d'appel de Toulouse, donc où il y a eu un partage de responsabilité, où le tribunal a reconnu que la victime était en partie responsable de ce qui lui était arrivé, mais aussi son établissement bancaire, donc a été condamné à lui rembourser une partie des sommes. D'accord. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive à faire. Et après, va y avoir toutes les transactions en crypto-monnaie. Et donc là, pour l'instant, on est sur une terre vierge. Donc on a eu quelques succès, mais qui sont pour l'instant peu nombreux. Et c'est une thématique qui est en train de se mettre en place. Et est-ce que vous considérez que la loi française aujourd'hui protège suffisamment les potentielles victimes d'arnaque? Alors la loi française, en fait, c'est un sujet qui est vraiment intéressant et passionnant. Parce que le traitement de l'escroquerie, on va dire l'escroquerie moderne, en gros, c'est arrivé d'un point de vue judiciaire avec la révolution industrielle. C'est-à-dire que dans la France de l'Ancien Régime, l'escroquerie n'était pas très bien traitée. On avait des peines qui étaient extrêmement sévères pour tout type de tromperie. Et il y avait aussi un phénomène social qui était être victime était également une preuve d'infamie.
Donc du coup, les victimes étaient parfois plus socialement punies que les auteurs de l'escroquerie. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut se retrouver en fait en partie aujourd'hui avec des victimes qui ont honte d'aller porter plainte et qui malheureusement ne font rien. Alors ça, s'il y a vraiment un message et un seul qui doit être retenu aujourd'hui, c'est quoi qu'il arrive, il faut une plainte. Voilà. Même si elle est classée sans suite, il faut quand même porter plainte. Et donc, ce cycle de l'escroquerie moderne, je dirais qu'il arrive tout doucement sur sa fin avec l'escroquerie moderne. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est sur l'ère d'Internet. Donc, l'ère d'Internet, ça veut dire des paiements en ligne. Les paiements en ligne, ça veut dire qu'on les fait avec des intermédiaires financiers qui sont n'importe où dans le monde. Donc, ça veut dire qu'on a des problématiques de domiciliation judiciaire. On a des problématiques de droit applicable. On va avoir des problématiques de collaboration internationale, notamment si on a ces intermédiaires de paiement qui sont sur des juridictions qui sont non coopératives. Donc là, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est en train d'avancer, mais avec l'augmentation de la vitesse des communications, il y a une espèce de bulle qui se fait entre l'état de la jurisprudence et des pratiques et la réalité du terrain. Et donc là, pour l'instant, c'est en train de monter. Effectivement, avec l'évolution rapide de nouvelles technologies, est-ce qu'il y a de nouveaux types d'arnaques qu'on est susceptible de voir émerger dans les années à venir? Alors, les futures arnaques, à mon avis, elles vont toujours être basées sur les fondamentaux intemporels de l'arnaque. C'est-à-dire, je parle de l'ingénierie sociale, je parle de l'asymétrie d'information. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut arnaquer quelqu'un d'autre, il va lui faire une offre et il va lui mentir. Ça, c'est l'invariant. Donc ça va pas changer. Par contre, ce qui va changer, ça va être les thématiques à la mode. Donc le fameux FOMO, là pour l'instant c'est la crypto, demain ce sera autre chose. Ce qui va également changer, ça va être les technologies qui sont employées. J'imagine que l'IA pourra être utilisée pour... L'IA commence à être massivement utilisée. Donc aujourd'hui avec l'IA, ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation très forte de la qualité des mails qui sont envoyés. Il y a quelques années, le moyen de détecter une escroquerie, c'est regarder le mail, compter les fautes d'orthographe. Donc, et puis en général, il y avait des fautes tous les 3 mots. Donc là, du coup, c'est un signe que il y a un problème. Voilà. Donc l'IA maintenant, elle adresse ça. Ça permet elle a corrigé ça. L'IA permet aux escrocs de sortir des sites internet comme des petits pains. On a une production de nouveaux sites frauduleux qui sort en rafale. Ce qui avant était pas le cas. Il y a encore une dizaine d'années, sortir un site d'escroquerie, c'était un investissement. Il fallait avoir des heures de code avec des informaticiens derrière. Ça se faisait pas comme ça. Ça a commencé à aller beaucoup plus vite avec des modèles, avec des templates. Et là, avec de l'IA, là, c'est beaucoup plus fort. Voilà. Alors, tout ce qui va être deepfake, pour l'instant, reste encore assez marginal. Fake voice, etc. Parce que la qualité, le rendu, reste encore un petit peu synthétique, et donc les personnes comprennent qu'ils sont face à un robot, comprennent qu'ils sont pas face à un humain. Et le contact à distance, mais le contact humain dans le processus de manipulation est primordial. C'est-à-dire que vous allez pas vous faire escroquer par un robot comme vous allez vous faire escroquer par une charmante jeune fille au téléphone ou par un charmant jeune homme qui vous appelle et qui vous propose une offre imbattable. C'est le robot, bon, il est moins crédible sur ce point-là. J'imagine qu'il faut constamment être à la pointe avec les technologies, vous de votre côté aussi, pour être sûr que vous couvrez tous les secteurs possibles. Tout à fait. Et on a justement toute une activité de développement de nouvelles technologies qui nous permet de suivre l'activité. Alors je dis le suivre, ça implique qu'on est en retard. Et en fait, tout le monde est en retard, mais c'est inhérent à l'activité puisqu'en fait, les escrocs vont imaginer toujours quelque chose de nouveau. On va découvrir au travers des victimes, et donc forcément, s'il y a victime, c'est que forcément on est en retard. Et après, le concept, c'est comment arriver avant que l'escroquerie arrive. Et mais du coup, si on arrive avant, ça veut dire qu'il n'y a pas eu escroquerie. Et voilà, donc c'est un peu compliqué, mais c'est pas forcément impossible, notamment dans le Web 3. Et donc nous, comme on fait des enquêtes de traçage depuis pas mal de temps, on avait commencé à développer une solution interne. Alors maintenant, on passe avec des solutions où on utilise des bases de données qui sont externes, qui sont pas les nôtres. Mais on fait du développement pour mettre en place une solution qui permet de lancer des alertes, de détecter des wallets qui potentiellement peuvent être frauduleux avant de faire des transactions dessus. Et comment ça fonctionne concrètement? Alors ça fonctionne sur une base algorithmique, ça fonctionne pas sur une base de liste noire. Parce que le concept de la liste noire, conceptuellement, on est forcément en retard.
Oui. Pour mettre quelqu'un sur liste noire, il faut qu'il y ait déjà eu une victime. Et s'il y a eu ne serait-ce qu'une victime, c'est qu'on est déjà en retard. Alors bon, on peut être en retard d'une victime, on peut être en retard de 1000 victimes. C'est effectivement pas la même chose. Et donc là, l'idée, c'est de regarder ça sous une forme plus algorithmique, de détecter les signes de préparation de l'arnaque, les signes précurseurs de la mise en place de l'arnaque qui vont nous permettre de dire attention, on rentre dans une situation qui potentiellement est anormale. Donc vous identifiez par exemple des mots-clés ou des choses? Alors on travaille pas tellement sur... Alors les mots-clés, oui. Tout ce qui va être en thématique sémantique, ça peut être une signature, notamment avec l'utilisation de l'IA pour préparer des documents d'arnaque. Là, du coup, on va regarder les sémantiques de sites normaux. On peut comparer avec des sémantiques de sites d'arnaque et puis on voit les points de divergence. De toute façon, les points de divergence, ils sont pas très compliqués à identifier. Ça va être tout ce qui va être garantie de rendement supérieur à la moyenne. Donc ça, c'est en soi. On peut utiliser des mots compliqués en disant une analyse sémantique, mais il suffit juste de dire il y a un rendement de 20%, c'est pas possible et du coup c'est réglé. Voilà, donc ça peut être une des techniques. Et quand on est sur la blockchain, la crypto, ça va être de regarder est-ce que on est sur un wallet qui est totalement non connecté à rien, totalement vierge. Et là du coup voilà, si vous êtes une société, vous exercez depuis plusieurs années, vous acceptez les paiements en Bitcoin ou en autre chose, et votre wallet est vierge. Bon, déjà c'est un peu douteux. Ou alors s'il est pas vierge, mais quand on commence à regarder l'infrastructure qu'il y a derrière, le réseau qu'il y a derrière, qu'on fait des choses un petit peu bizarres, là on va se dire non mais là c'est curieux. Alors pour ceux qui ont déjà été victimes, quel est le budget à prévoir pour faire appel à vos services? Alors je dirais que chez nous on en a pour tous les budgets parce que ça va s'adapter à tous les montants de litige. C'est-à-dire qu'on part du principe que chaque personne doit pouvoir accéder à une défense ou à un moyen de défense. Donc, on va pouvoir proposer du modèle de plainte à des tarifs imbattables à 99 € jusqu'à une défense complète avec des procédures d'avocats dans des pays étrangers qui vont être à plusieurs milliers d'euros. D'accord. Alors, si vous deviez résumer les mesures de prévention donc essentielles, quelles seraient-elles pour qu'un particulier se protège efficacement contre les fraudes financières en ligne? Alors, déjà, se dire qu'il n'y a pas d'urgence. Si quelqu'un vous met la pression au téléphone, déjà, c'est un gros warning, c'est de se dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Le deuxième point, c'est de vraiment regarder les sites internet dans le détail, de regarder les mentions légales de ces sites en détail, de se dire est-ce qu'il y a une société à identifier, dans quel pays est cette société, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre de l'argent dans ce pays-là, parce que quelque part, si vous allez contracter avec une société qui est enregistrée, je sais pas, aux îles Caïmans ou à Sainte-Lucie, c'est de vous dire bon, je mets mon argent, j'envoie de l'argent à quelqu'un qui est aux îles Caïmans ou à Sainte-Lucie ou je sais pas où. Est-ce que cette personne peut réellement être aux îles Caïmans ou à Sainte-Lucie? Ou parfois vous êtes sur des îles totalement exotiques où il suffit de regarder une carte et de se dire non mais c'est pas possible qu'il y ait une société comme ça là-bas. Ça colle pas. C'est forcément une domiciliation de complaisance. Et l'autre point, c'est de se dire est-ce que il y a un nom de société, il y a un nom de pays, très bien, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que je peux le vérifier quelque part? Est-ce que je peux aller dans un registre de société pour aller voir si c'est le bon nom avec la bonne société? Est-ce qu'il y a une régulation? Comment ça se passe? Donc c'est tous ces petits points qui sont déjà des vérifications de base. Après, il peut y avoir quelques vérifications un peu plus techniques qui peut être de s'intéresser au site internet, de regarder le WHOIS pour voir depuis quand ce site est en ligne. Et donc là, ça peut être un signe. Si par exemple le site est en ligne depuis 6 mois, mais que sur le site, on voit que la société a été créée il y a 10 ans, bon, voilà, une société qui n'a pas de site pendant 9 ans et demi et qui d'un seul coup décide d'avoir un site, c'est curieux. De regarder les informations sur le site, de se dire, bon, alors, c'est une société qui indique avoir des implantations dans 22 pays. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Qui indique avoir tant de clients? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est pas crédible? De rechercher, si c'est une société comme ça, de rechercher sur Google, s'il y a des articles qui parlent de cette société. Parce qu'une société qui a autant d'implantations et une telle assise financière, forcément, doit avoir de la communication autour d'elle. Donc, tous ces éléments sont donc à creuser. Est-ce qu'il y a d'autres cas où vous avez donc réussi à récupérer les fonds des victimes et quelles ont été les étapes que vous avez suivies pour le faire? Oui, alors du coup là, je peux vous parler de 3 cas qui sont très récents qu'on a réussi dans les derniers mois. Donc, on a un cas qui est justement sur un courtier régulé, mais avec des pratiques un petit peu obscures. Donc, qui s'est fini par une négociation entre l'avocat
et les services juridiques de ce courtier. Ça donnait lieu à la signature d'un protocole transactionnel. Et donc, après la signature du protocole, dans un délai, je crois que c'est une dizaine de jours, la personne a pu récupérer un certain montant, alors qui était un pourcentage de ce qu'elle avait mis, hein, c'était pas l'intégralité de la somme, mais ça permettait au moins d'avoir de l'argent tout de suite et de ne pas passer par une procédure longue derrière. Donc, le courtier, lui, était satisfait parce qu'il évitait une procédure judiciaire. La victime était pas tellement satisfaite parce qu'elle était toujours un peu déçue de ne pas avoir récupéré l'intégralité de ses fonds, mais quand même avec quelque chose. Et donc, c'est une affaire qui s'est terminée, relativement facilement. On a un deuxième cas de figure où ça s'est passé également de manière amiable. Alors, c'était avec un site internet qui avait une plateforme WebTrader, donc qui bidon évidemment, et le site, alors là du coup je l'ai noté parce que c'est juste quelques lettres, c'était IN-CC, enfin voilà, quelque chose comme ça, c'est juste quelques lettres avec un trait d'union mais assez court, avec des transactions qui ont eu lieu par voie bancaire. Donc là on est intervenu, il y a eu un modèle de plainte qui a été préparé, un avocat qui est intervenu, et la mise en cause par voie bancaire a fonctionné et la personne a récupéré l'intégralité de ses fonds. Donc dans un délai pareil relativement rapide, on est sur quelques mois, je crois que c'était 2 à 3 mois, quelque chose comme ça, je ne vais pas vérifier les délais. Et le troisième cas de figure, c'est devant la cour d'appel de Toulouse. Donc c'est un jugement qui a été rendu fin septembre, dans lequel la victime qui a été victime, donc là le jugement date de septembre 2024 et l'escroquerie date de 2018-2019. Donc le site internet s'appelait Sirt BV. Alors Sirt BV, usurpation d'une société régulée néerlandaise qui était liquidée depuis 2013. Donc en fait, ils ont retrouvé une licence, un numéro de licence qui avait existé, qui était actif en 2013, et il a été réutilisé en 2019. Alors ça, c'est l'usurpation parfaite, parce que la société va pas porter plainte pour usurpation vu qu'elle est plus là. Elle n'existe plus. Et puis elle est plus là depuis 6 ans, donc et c'est là du coup c'est pas crème. Donc derrière, il y a eu pareil intervention pénale, intervention négociation amiable avec les filières bancaires, parfois d'avocats, qui n'a pas fonctionné. Il y a eu une escalade avec l'engagement d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Toulouse en première instance qui a donné lieu à une défaite puisque la victime a été déboutée, la victime a fait appel et en appel, elle a gagné. Donc avec un partage de responsabilité où le juge a estimé que effectivement la victime était en partie responsable de ce qui lui était arrivé et avait suffisamment d'indices pour se rendre compte de l'escroquerie, mais également a conclu que la banque avait manqué à son devoir de vigilance et aurait dû informer la victime à certaines étapes de la procédure et a manqué donc à ce devoir d'information. En tout cas, ça vaut toujours le coup de porter plainte et de se faire aider. Ça vaut toujours le coup de commencer quelque chose, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup Marc pour tous ces conseils. Je pense qu'ils seront très utiles à nos lecteurs qui sont donc investisseurs et susceptibles de se faire avoir par ces arnaques. Je vous invite donc à consulter le site de Broker Défense pour des conseils en cas d'arnaque et je vous invite également à solliciter leur service si vous avez été victime d'arnaque financière. Vous avez également à disposition notre rapport spécial qui vous indique les étapes à suivre en cas de fraude et les conseils pour bien choisir votre courtier en ligne. Merci beaucoup et à très bientôt.